Les manuscrits oubliés de la bibliothèque d'Alexandrie. Chapitre 1er. Le murmure du feu et des ombres. Au cœur de la nuit, alors que la mer était calme et que seules les vagues venaient doucement lécher le rivage, Alexandrie ne dormait pas. Les lumières de son phare, le grand phare d'Alexandrie, l'une des merveilles du monde, scintillaient au-dessus de l'eau, guidant les navires, et se reflétaient dans les yeux de ceux qui habitaient cette ville pleine de secrets, de langues et de peuples. Mais au cœur de cette ville s'élevait quelque chose de plus grand que les murs, les colonnes et les places. C'était là que battait le cœur du savoir, la grande bibliothèque. On disait que ces salles renfermaient tous les mots du monde. Des rouleaux égyptiens sur les dieux du doigt aux traités grecs sur les étoiles, des prophéties perses aux hymnes indiens, des légendes inconnues des lointaines contrées du Nord aux mythes les plus anciens d'Afrique. On y trouvait des connaissances que personne n'avait jamais vues, des secrets que même les prêtres les plus sages n'osaient prononcer à voix haute. Quand je suis entré dans ces couloirs en rêve, ils m'ont semblé infinis. Les plafonds se perdaient dans l'obscurité, les murs semblaient tissés de papyrus, et chaque rouleau murmurait. Oui, murmurait, comme si ce n'étaient pas des textes morts, mais des êtres vivants qui appelaient doucement, suppliaient, exigeaient d'être entendus. À travers ces murmures, une lumière se frayait un chemin, mais ce n'était pas la lumière habituelle des torches ou des lampes. Elle émanait des pages elles-mêmes. Chaque manuscrit scintillait d'un éclat doré, comme si son encre avait été écrite avec la lumière des étoiles. Parfois, une étincelle jaillissait pendant une seconde, et le texte du rouleau changeait. Les lettres s'entremêlèrent pour former de nouveaux mots, comme si l'histoire elle-même vivait et respirait. Je m'arrêtai devant l'un des autels de lecture. Il y avait là un livre si ancien que sa reliure semblait tissée de sable et de feu. Lorsque je tendis la main, les pages s'agitèrent d'elles-mêmes. Elles s'ouvrirent, et je vis qu'à la place des lignes habituelles, des images défilaient. De l'eau, des montagnes, des villes, des batailles, des gens dont je n'avais jamais vu les visages, mais qui me regardaient à travers les siècles. Et alors j'entendis une voix, pas forte, pas autoritaire, mais douce et impérieuse, comme le souffle du vent qu'on ne peut arrêter. Tout le savoir appartient à ceux qui savent écouter. Mais le savoir n'est pas un don, c'est une épreuve. Mes pas résonnaient dans les couloirs vides, et plus j'avançais, plus la bibliothèque s'animait. Les étagères tremblaient, comme sous l'effet d'un souffle. Les papyrus vacillaient légèrement, comme s'ils étaient prêts à s'envoler. L'air était imprégné d'une odeur de encens mêlée à autre chose, une odeur de cendre. Et, j'ai compris, ce rêve ne me conduit pas seulement vers la lumière, mais aussi vers le feu. Au fond de la salle, j'ai remarqué une étrange lueur. Elle était rouge, comme du charbon recouvert d'une couche de cendre. À chaque pas, elle devenait plus intense, jusqu'à ce que s'offre enfin à moi un spectacle impossible à prendre pour une simple illusion. Au centre d'un immense cercle de colonnes se trouvait une torche, mais pas une torche humaine. Sa flamme brûlait sans huile, sans bois, sans main pour la soutenir. C'était le feu lui-même, éternel, céleste. Je m'approchai et vis qu'il y avait des rouleaux autour d'elle. Ils ne se consumaient pas, ne se détérioraient pas, mais au contraire brillaient, comme si c'était la flamme qui leur donnait leur force. Et là, j'ai compris ce que l'histoire ne dit pas. La grande bibliothèque a toujours connu son destin. Sa mission n'était pas seulement de conserver, mais aussi de transmettre. Et quand l'heure du feu viendrait, il ne détruirait pas le savoir, mais le libérerait. Les murmures s'intensifièrent. Ils m'entourèrent, comme si des milliers de voix s'exprimèrent simultanément dans toutes les langues qui avaient jamais existé. J'entendais des hymnes égyptiens, des odes grecques, des prières sumériennes, les paroles mystérieuses des prêtres mayas. Tout cela se fondait en un seul flux impossible à retenir, mais que l'on pouvait ressentir. Et alors j'eus une vision. D'énormes vagues de feu s'élevaient au-dessus des salles de la bibliothèque. Les flammes étaient dorées, comme si elles étaient tissées de vérité. Les rouleaux ne disparaissaient pas dans le feu. Au contraire, ils s'ouvraient et s'envolaient dans les airs, se transformant en oiseaux lumineux. Chaque livre devenait un être vivant, chaque symbole prenait vie, et toute la bibliothèque s'élevait dans le ciel pour devenir éternelle parmi les étoiles. Je me suis réveillé avec la sensation que le souffle du feu était toujours là. Il semblait que si je fermais les yeux, j'entendrais à nouveau le murmure des rouleaux. Mais l'essentiel était clair. L'histoire recèle plus que les hommes ne peuvent retenir. Et quand les flammes viennent,
elles ne font qu'ouvrir la voie vers d'autres mondes. Chapitre 2. La maison des muses et le réseau de lumière. Le sommeil revint vers moi comme la mer vers le rivage. D'abord comme un murmure, puis comme une vague de pages qui bruissent. Je me retrouvais à Alexandrie, non pas celle où les marchés sont bruyants et où flottent des odeurs d'épices, mais une autre telle qu'elle est à l'aube, quand la ville semble sculptée dans la pierre lunaire. Au-dessus de la baie, le phare de Pharos clignotait, sa lumière s'éteignant puis renaissant, comme un œil géant mesurant la distance entre les mondes. L'air était imprégné d'une odeur de sel et d'algues, et je compris, on allait m'emmener là où était conservé le souffle même de la connaissance, dans la maison des muses, le muséion. Le chemin qui y menait n'était pas recouvert de tapis, mais de l'ombre des cyprès. Dans cette ombre scintillaient des grains de sable blanc, semblables aux syllabes d'une écriture ancienne. Les marches de marbre résonnaient sous nos pieds comme des cordes tendues, et chaque pas se répercutait dans les profondeurs du complexe. De longues cours à colonnades, des portiques, des colonnades où le vent caressait les feuilles de laurier avec autant de délicatesse qu'un copiste maniant sa plume. Sur les frontons, les 9 muses avaient pris vie dans la pierre. Euterpe serrait une double flûte contre sa poitrine. Clio tenait pensivement un rouleau, et Polyhymnia regardait quelque part par-dessus mon épaule, là où, dans une lumière secrète, s'épanouissait un poème encore non écrit. Il me semblait qu'une personne invisible marchait à côté de moi. Ce n'était pas un homme, un bibliothécaire silencieux tissé de poussière et de lumière. Ses pas étaient un bruissement. Là où il passait, des lignes très fines restèrent suspendues dans l'air, comme une plume laissant une trace sur l'eau. Il ne m'a pas donné son nom. Dans de tels endroits, les noms n'ont aucune signification. Au lieu de me saluer, il inclina légèrement la tête, et devant moi, le mur s'écarta. Au fond, une salle s'ouvrait, où les catalogues n'étaient pas des listes, mais des cartes du monde. C'est là que j'ai vu pour la première fois le réseau de lumière, le Pinaix, mais pas sur des tablettes de cire ou des planches grossières, mais comme un tissu vivant, tissé de fils d'or. De chaque fil s'étirèrent des brindilles de noms et de titres. Homère, sur les divergences, Euclide, les principes, Aratus, sur les étoiles, Ératosthène, sur la terre et les mers, Callimaque, hymne et épigramme. Les branches s'étendaient, se fragmentaient, se rejoignaient à d'autres branches, et soudain, j'ai compris. Le catalogue n'était pas une liste, mais une généalogie du savoir, un arbre dont les racines plongeaient dans des rivages oubliés et dont la cime touchait les constellations. Le murmure s'intensifia, s'accompagna d'une mélodie. Je me retrouvai dans une salle de travail. Des tables y étaient alignées, couvertes de couteaux pour couper le papyrus, de pilons en pierre, de baguettes pour lisser les fibres. Dans des coupes en bronze, il y avait de l'encre, de la suie, de la résine, du vin. À côté, de l'ocre épaisse pour les annotations. Les fenêtres n'étaient pas encore ouvertes, mais la lumière filtrait quand même, provenant des rouleaux qui gisaient dans des bacs étroits, comme des poissons endormis dans un filet. Je me suis penché sur l'un d'eux. Les lignes y clignotaient, comme un pouls. Dans les marges, de petits signes en forme d'oiseaux et de petites lances étaient comme les marques critiques de ceux qui, pendant des siècles, avaient disputé Homère, vérifiant les mots comme un marin vérifie une carte des étoiles. « Zénodote » murmura le plus discret, et je vis une main invisible transférer sur les marges un signe à double pointe, avec précaution, presque tendrement. Et ceci, c'est Ératosthène, et les murs de la salle se transformèrent miraculeusement en un désert de sable. Le soleil était à son zénith, il n'y avait pas d'ombre dans le profond puits de Syène, mais ici, à Alexandrie, il y en avait suffisamment pour mesurer la circonférence de la Terre. La canne rejetait l'angle. Le nombre grandissait dans les airs comme une voile gonflée par le vent. Je clignais des yeux et me retrouvais dans la salle. Là où se trouvait tout à l'heure la géographie, brillaient désormais les mathématiques. Je reconnus le schéma formé par des lignes fines, semblable à un filet de pêcheur, le Thamys d'Ératosthène. Mais le filet n'était pas tendu sur des chiffres, mais sur le ciel. Les étoiles tombaient dans ses mailles et formèrent des constellations, et chaque constellation résonnait comme un accord doux. Puis un cercle apparut devant moi, avec des figures régulières, mais à l'intérieur et une inscription à côté, pas en lettres, mais en sens. Euclide. Les lemmes et les théorèmes glissèrent du cercle comme des gouttes, et s'écoulèrent en un flot de preuves, transparent et irréfutable comme l'eau. Au même endroit, dans les profondeurs, le monde s'est soudainement retourné. Le soleil s'est arrêté,
et la terre s'est mise à tourner autour de lui, telle une petite étincelle bleue. C'était la vision d'Aristarque, apparue un instant, puis immédiatement recouverte par la brume des siècles. J'entendis un murmure prudent et triste. Trop tôt, et je compris. Toute vérité ne prend pas racine dans n'importe quel sol. Parfois, elle a besoin d'un long et lourd sommeil. Dans l'une des galeries latérales, je découvris ce dont parlaient les légendes, les livres de bord. Je sortis sur la terrasse et devant moi s'étendait le port. Les navires approchaient et les serviteurs transportaient précipitamment dans la salle des rouleaux qui sentaient la résine et les pluies lointaines. Je les voyais être déroulés sur de longues tables. J'entendais le grattement fin d'un racloir sur les fibres du papyrus, enlevant les miettes de sel. À gauche se trouvait un séchoir pour les copies, des rangées régulières de textes maintenus par des baguettes lisses. À droite, une table où l'on comparait et collationnait les divergences. 2 versions du discours ionien se disputaient comme 2 frères. Au-dessus de la mention exemplaire retournée, on pouvait sentir un frémissement régulier mais vivant. L'original était resté là. Et j'ai vu une main invisible changer l'étiquette en copie impériale. C'est ainsi que l'on appelait dans la bibliothèque les textes qui renfermaient non seulement du sens, mais aussi du pouvoir. Depuis la fenêtre supérieure, j'aperçus l'éclat du granit noir et l'ombre imposante des colosses, le Sérapéum, une bibliothèque annexe, un lieu tranquille pour les rouleaux qui avaient besoin de la fraîcheur des entrepôts souterrains. Je fis un pas et me retrouvai là. Des rangées de colonnes s'enfonçaient dans la pénombre. Au fond, un taureau sacré, mais pas vivant, comme un symbole de la force qui relie le ciel et la terre. Dans les dépôts, ça sentait la chaux, la résine et le froid tremblant. Ici, les manuscrits reposaient dans des niches en forme de nid, comme des œufs. Parfois, un petit tintement venait de leur profondeur quand le vent soufflait. Je comprenais, c'étaient des clochettes pour regarder sans toucher. Sur l'une des tables, il y avait une liste de listes, des colonnes étroites où figuraient des domaines de connaissances. Poésie, comédie, histoire, médecine, mécanique, océan. J'ai été frappé par le dernier mot, l'océan du savoir, comme si chaque discipline avait sa propre profondeur, ses propres courants, ses propres tempêtes. Le bibliothécaire silencieux toucha l'air du bout du doigt, et une autre salle s'ouvrit devant moi, la salle des dessins. On y conservait des astrolabes, des cadrans solaires, des modèles en bois représentant les sphères célestes. Dans un coin, un minuscule dioptre à travers lequel quelqu'un mesurait les lignes invisibles et particulièrement fines de l'horizon. Je levai les yeux et vis que le plafond n'était pas un plafond, mais une coupole où étaient dessinés des chemins stellaires sur une fine couche d'or. Des points lumineux se déplaçaient lentement le long de ces chemins. Ce n'étaient pas des bougies, non, mais des planètes, dessinées, mais vivantes. Lorsque l'une d'elles touchait une ligne, en bas, parmi les instruments, un mince disque de cuivre tremblait et une vibration se propageait comme sur une corde. Je voulais demander qui avait créé tout cela. Et j'entendis en réponse des noms doux comme du sable. Callimachus, le plus subtil des chanteurs, et le plus subtil des catalogueurs. Aristophane de Byzance, qui palpait les mots comme un joaillier palpe les pierres. Apollonius de Rhodes, pour qui le son d'un vers était une mer. Certains noms étaient totalement muets. Ils ne se prononcèrent pas, mais résonnaient comme des signes ondulés, des signes en spirale, des signes d'encre sur un champ. Pendant que j'écoutais, le monde changeait. Le vent de la mer apportait dans la galerie une odeur de charbon fumant, à peine perceptible comme un présage. La torche sous la voûte tremblait, et de son tremblement tombèrent des étincelles qui me rappelaient le feu que j'avais vu la première nuit. Ces mêmes étincelles, non pas de destruction, mais de libération. Je ne savais pas encore quand cela arriverait, avec l'armée du général, avec la jalousie de la religion, avec l'insouciance du temps, et le rêve ne voulait pas choisir de version. En lui, tous les incendies se confondaient en un seul. La flamme de César, la vague sombre de la confusion, l'ordre froid, la légende fabuleuse. Mais pour l'instant, le feu n'était encore qu'à l'horizon. Le plus silencieux m'a conduit dans un couloir étroit, où les murs étaient recouverts de gloses de grands maîtres. Mais les gloses n'étaient pas des mots, mais de simples dessins. Une main touchant l'eau, un œil reflété dans une lentille, un oiseau s'envolant d'une cage. Sous chacun d'eux, une signature invisible. Question. « Tu comprends ?» murmura la voix. J'acquiesçai. Les commentaires y sont plus forts que le texte s'ils transforment le texte en chemin. Nous nous sommes arrêtés devant une table basse et le gardien a sorti un plateau plat. Il contenait un livre que j'avais déjà vu, me semblait-il, sur la première page de mon rêve.
mais il était différent. La reliure était noircie, les bords des pages étaient humides, usés par des siècles de respiration. Sur la tranche, on distinguait des rayures presque invisibles, comme les cernes d'un arbre. « C'est un livre qui te connaît, » dit enfin le plus silencieux. « Tous ceux qui sont venus ici ont laissé leur empreinte dans ce livre, et toi aussi, tu laisseras la tienne. » Le livre s'ouvrit tout seul. Les premières pages n'étaient alors pas des cartes géographiques, mais des cartes de mémoire. Les pièces de mon enfance, l'odeur de l'herbe après la pluie, les voix de mes proches disparus depuis longtemps. À côté, des cartes du ciel où chacune de mes décisions était marquée d'une petite flamme blanche. J'ai lu un mot que je n'avais pas vu avec mes yeux. Il a jailli dans ma poitrine. Ce n'était ni un nom, ni un verdict. Plutôt une promesse. Tu verras ce qui brûle et ce qui ne brûle pas. Je m'écartai. Je fus secoué comme sur un bateau lorsque le vent tourne. Et effectivement, nous étions de nouveau sur la terrasse, et devant moi défilait une file de voiles. Elles entraient dans le port, et de chacune on retirait des rouleaux, des coffrets, des récipients contenant des textes sur des feuilles de cuir. Au loin, un artisan syrien chantait, tirant une mélodie comme un fil. Des traducteurs se rassemblaient sur le quai, leurs ombres allongées par le sommeil. Il était clair que chaque mot cherchait un pont vers un autre mot. J'entendais, non pas avec mes oreilles, mais avec mon cœur, comment la Septante se composait dans l'air à partir de son grec et hébreu, comment les strophes indiennes devenaient un murmure cadencé dans le langage de la mer. Au-dessus de tout cela, le phare. Sa lumière vacillait doucement, comme un berceau. Il me semblait que le phare communiquait avec la maison des Muses, non pas avec des mots, mais avec des reflets. « Je guide », disait Pharos. « Je garde », répondait la bibliothèque. Entre eux circulaient des livres ombres, des livres oiseaux, des livres poissons. Certains étaient écrits à l'encre, d'autres avec des sons, d'autres encore avec le silence. Nous sommes retournés dans la salle principale. Là, les rouleaux étaient alignés en rangées, dans des étuis en cuir, attachés avec une corde. Sur les cordes, il y avait des étiquettes en os avec de minuscules signes. « Ce sont des copies », murmura une voix. « Chaque texte a plusieurs vies. » Il vit la première avec son auteur, la deuxième avec celui qui le recopie, la troisième avec le lecteur, et enfin avec le feu. Et le feu peut être extérieur ou intérieur. Une pensée qui jaillit dans l'esprit est plus forte que n'importe quelle flamme. J'ai compris. La bibliothèque vit aussi longtemps que vivent les gens capables d'entendre. Les salles se vidèrent d'un instant, puis se remplirent aussitôt. Des scientifiques sans corps discutèrent dans la pénombre, échangeant les mêmes répliques, les mêmes regards que seul le silence peut voir. Il y a une erreur à la 5e ligne. Comparez avec Ionios. Prouvez le contraire. Ils ne discutaient pas pour gagner, mais pour clarifier les choses. Leurs voix, telles des oiseaux, se posaient sur les corniches, se reposaient, puis s'envolaient à nouveau. Le sommeil m'emportait doucement, comme un palanquin. Mais au fond de moi, je sentais déjà un frisson. Pas celui des murs, ni celui des colonnes, mais celui de la mémoire elle-même. Il ressemblait au tremblement des doigts d'un musicien avant un passage difficile. L'anticipation. Parfois, le feu n'entre pas en scène comme un barbare, mais comme un accompagnateur. Sa partition est plus courte que celle du temps, mais plus forte. La bibliothèque le savait, et c'est pourquoi ses pages brillaient d'or comme des feuilles déjà prêtes pour l'automne, mais pleines de sève. Avant de partir, le bibliothécaire le plus silencieux m'a conduit à la fenêtre qui donnait sur un petit jardin. Là, entre les lys et les grenadiers, se trouvait un petit autel. Sur celui-ci, un morceau de tablette d'argile et du sable incrusté, qui ressemblait à du sel et de la cendre mélangée. À côté, il y avait une plume. « Si tu veux, écris une question », murmura-t-il. « La réponse ne viendra pas tout de suite, mais elle existe déjà. » Je ne me mis pas à écrire, non par orgueil, mais parce que les questions étaient déjà écrites en moi. Je touchai simplement le sable avec la plume et sentis une légère chaleur dans ma paume se transformer en encre. C'était la chaleur de Pharos et du feu de l'autel, la chaleur des manuscrits, la chaleur de ceux qui viendraient un jour, ici. Quand je me retournai, le réseau de lumière s'illumina à nouveau dans les airs. Cette fois, les branches portant les noms s'étendèrent encore plus loin, au-delà des limites de la salle, comme si la bibliothèque grandissait, dans mon rêve et au-delà. Sur une branche, un grain à peine visible scintillait, nouveau, tout juste apparu. Je crus savoir ce que c'était.
Le lecteur devient lui-même un rouleau lorsqu'il entend. Le vent s'intensifia. Quelque part au fond, derrière les murs, la mer frappait les rochers un peu plus fort. Pharos clignota à la fenêtre. Et là, sur le bord même du marbre, une fine ligne de charbon apparut, celle qui un jour ferait jaillir un grand feu. Je n'eus pas peur. Je me suis seulement mieux souvenu de tout ce qui brillait. Le dessin d'Euclide, le sable de Sienne, la musique des étoiles d'Arat, les rapides poissons-navires, le catalogue arbre, le cuivre des instruments, l'écho des voix, le petit mot promesse caché dans le livre sur moi. Le rêve ne s'est pas terminé brusquement, il s'est enroulé comme un rouleau. J'ai senti le bord de la page effleurer mes doigts. La lumière dorée est devenue plus douce et plus calme, comme la flamme d'une lampe avant l'aube. Il sera temps pour les cendres, a murmuré la bibliothèque. Mais d'abord, c'est le temps de la lumière. Et j'ai compris que le 3e chapitre me mènerait là, où le feu entrerait dans la ville, non pas comme un assassin, mais comme une épreuve, là où le murmure des livres deviendrait plus fort car le murmure a des ailes, là où ce qui disparaîtrait des étagères se réveillerait dans les gens. Chapitre 3. Le souffle de feu. La nuit fut difficile. La mer semblait s'être retirée de la ville, laissant Alexandrie seule face à quelque chose qui s'apprêtait à surgir. La lune pendait au-dessus de la baie, tel un rouleau d'argent à moitié déroulé, et les ombres des maisons et des temples s'étirèrent jusqu'à l'eau. Je rêvais que l'air lui-même était imprégné d'angoisse, comme si la bibliothèque respirait plus vite, pressentant son destin. Je me retrouvais à nouveau à son entrée. La colonnade s'élevait dans l'obscurité et les flammes des torches devant les portes tremblaient, comme si elles voulaient fort s'éteindre. Le vent soufflait de la mer, mais il n'apportait pas de fraîcheur. Il transportait une odeur de résine, de charbon et de fer, comme si le feu était déjà né quelque part au loin. Dans ce vent, j'entendais une respiration, pas humaine, mais celle d'une grande machine qui se préparait à se réveiller. À l'intérieur, la bibliothèque était vivante, silencieuse mais tendue. Dans le scriptorium, les parchemins s'ouvraient et se refermaient d'eux-mêmes. Les pages bruissaient comme des vagues. Sur les étagères, j'ai remarqué une étrange lueur. Elle provenait des manuscrits les plus anciens, ceux qui se souvenaient encore du bruit des fleuves sumériens et des chants des temples égyptiens. Leurs lettres brillaient d'une lumière dorée et cuivrée, comme des charbons cachés dans la cendre. Je m'approchai et les murmures s'intensifièrent. Ils ne formaient pas de mots, mais s'étiraient comme le souffle d'un courant d'air dans une grotte. « Bientôt », disait-il, « bientôt ». À ce moment-là, je compris que la bibliothèque connaissait son destin. Elle ne résistait pas, n'essayait pas de se cacher. Elle attendait. Le bibliothécaire silencieux apparut dans le couloir. Ses yeux étaient dépourvus de pupilles, mais ils reflétèrent la lumière de centaines de feux. Il me fit signe de le suivre et m'entraîna dans les couloirs où les ombres ondulaient sur le marbre comme de l'eau. Il me montra le mur est, où une fine fissure était visible. De la fissure s'échappait une lumière rouge, ardente, pulsante. Je m'approchai et vis à travers elle des images entières, des torches enflammées dans les mains de soldats, des cris, le bruit des sabots, des poutres qui s'effondraient. Ce n'était ni le passé ni l'avenir, c'était tout à la fois. « C'est le souffle », dit le bibliothécaire. Sa voix n'était pas un son, mais une vibration dans les os. La connaissance respire toujours par le feu. Je regardais, et les images se multipliaient. Voici l'armée d'Alexandre qui envahit Persépolis, et le feu qui embrasque les palais. Voici les troupes de César et les entrepôts en flammes, où des rouleaux se cachent dans la suie. Voici les foules en ces temps troublés, où les livres sacrés sont déchirés et jetés au feu. Dans chaque image, le feu est différent, et pourtant identique. La salle tremblait, les rouleaux se dénouaient d'eux-mêmes, s'ouvraient, leurs pages s'illuminaient et brillaient, mais ne brûlaient pas. C'était une lumière intérieure, comme si chaque lettre s'enflammait d'une flamme dorée. J'ai vu des formules anciennes, des cercles, des triangles, des orbites planétaires. J'ai vu des prophéties, des signes annonçant les époques à venir. J'ai vu des chansons, des vers qui s'assemblaient en une musique audible même sans son. Et soudain, j'ai compris, le feu n'est pas un ennemi. C'est un gardien qui prend les textes dans son ventre pour que les mots restent dans la mémoire de ceux qui les ont vus au moins une fois. Le feu n'est pas seulement destructeur, il est aussi copiste. Le vent a frappé les fenêtres. Les vitres ont tremblé. Au loin, un cri s'est fait entendre. Pas un cri humain, mais un grondement, comme si la montagne elle-même gémissait. Dans mon rêve, c'était la voix du Vésuve, même si je savais qu'il était loin. Mais dans la réalité mythique,
Le feu de tous les mondes ne faisait qu'un. Je courais dans les salles, mais le bibliothécaire marchait calmement. Il s'arrêta devant une haute voûte où gisait sur le sol un immense globe, une maquette du monde. Lorsque je m'approchai, il s'illumina de l'intérieur. À sa surface, je vis les lignes des fleuves, les ombres des montagnes, les cercles des villes, et chaque ville brillait d'une minuscule étincelle. « Regarde, murmura une voix. Chacune d'elles aura un jour son propre feu, mais le feu n'est qu'un souffle. L'essentiel, c'est ce qui reste en lui. » Je touchai le globe et mes doigts traversèrent calme sa surface. Je vis des gens recopier des textes dans d'autres contrées, en Chine sur des tablettes de bambou, en Inde sur des feuilles de palmier, en Mésopotamie sur des tablettes d'argile. Je compris alors que la bibliothèque était vivante, tant qu'il restait un seul être humain capable d'écrire. Quand j'ai reporté mon regard, les voûtes tremblaient de plus en plus fort. Des lueurs de torches clignotaient aux fenêtres, les cris devenaient plus forts. Et déjà, on aurait dit que les murs commençaient à se carboniser. Mais le plus étrange, c'était que, au milieu de cette horreur, le silence régnait. Les rouleaux ne criaient pas. Ils brillaient seulement plus fort. À ce moment-là, le bibliothécaire me tendit un rouleau. Il était vide, complètement. Seule une fine ligne dorée le traversait, comme un souffle de feu. « Écris, dit-il. Chaque témoin écrit sa bibliothèque. Ce que tu verras ne vivra qu'à travers tes mots. » Je voulus protester, mais le rouleau trembla entre mes mains et le feu qui brûlait autour de moi pénétra en un instant dans les lettres qui commencèrent à s'écrire d'elles-mêmes dans mon rêve. C'étaient des mots sans langue, des signes sans alphabet, mais ils s'assemblaient en un rythme unique, comme une respiration. Lorsque je relevai la tête, je vis que toute la salle était en feu. Mais ce n'était pas la destruction, c'était une transformation. Les colonnes brillaient comme les troncs d'arbres géants. Le plafond avait disparu, laissant apparaître un ciel étoilé. D'énormes nuées de lettres s'envolèrent, comme des oiseaux, et se dissolvaient dans l'obscurité, laissant derrière elles des traces dorées. Je me tenais au milieu de cette lueur, et j'ai compris, le feu de la bibliothèque était son ascension. Le corps peut brûler, mais le souffle, la lumière et la mémoire sont éternels. Et à ce moment-là, le bibliothécaire m'a murmuré un dernier mot. « Souviens-toi » et les flammes se refermèrent sur moi, transformant la nuit en jour. Chapitre 4. La bibliothèque des ombres et des murmures. Lorsque les flammes se sont éteintes, j'ai compris que je n'étais pas mort. Le feu qui avait envahi les colonnes, les murs et les parchemins ne m'avait pas brûlé, mais semblait m'avoir traversé comme un voile. Je me tenais toujours au même endroit, au cœur de la bibliothèque, mais celle-ci n'appartenait plus à ce monde. Les murs étaient tissés de brume et les voûtes d'ombre qui ne tombaient pas des torches, mais vivaient d'elles-mêmes. Le sol sous mes pieds était lisse comme un miroir et reflétait non pas des flammes, mais des lettres. Elles coulèrent comme une rivière, changeant de forme, apparaissant tantôt sous forme de mots grecs, tantôt sous forme de hiéroglyphes égyptiens, tantôt sous forme d'écriture maya, sumérienne et chinoise. Chaque pas résonnait, et cet écho n'était pas un vide, mais un murmure. Je m'arrêtai, et le silence autour de moi se remplit de millions de voix. Elles ne parlaient pas directement, mais coulaient, comme le souffle, comme le bruissement des feuilles de palmier, comme la pluie. Certains murmures étaient doux comme des paroles de réconfort, d'autres étaient brusques, comme des ordres, d'autres encore étaient longs, comme des chants. Je ne comprenais pas leur sens, mais j'en percevais l'essence. Ils parlaient du temps, de la connaissance, du retour éternel des mots. Dans cette pénombre, j'ai remarqué des silhouettes. Elles étaient floues, tissées à partir des mêmes murmures qui flottèrent dans l'air. Les ombres des sages. Elles marchaient le long d'étagères qui n'existaient plus, portant dans leurs mains des livres invisibles. Chaque fois qu'ils les ouvraient, les pages s'illuminaient et les mots s'envolaient dans les airs, se transformant en nuées d'oiseaux lumineux. Ces oiseaux tournaient et disparaissaient, mais leurs traces restaient dans l'air, comme un signe que rien ne disparaît jamais. J'ai compris, c'était la bibliothèque de la mémoire. Tout ce qui avait été brûlé n'avait pas disparu. Tout avait été transféré ici, dans cet espace éternel fait d'ombres et de murmures. Je continuai mon chemin. Devant moi apparut une immense salle dont le sol était couvert de fissures, et dans chaque fissure brûlait un feu. Mais ce feu était silencieux, froid, comme s'il ne brûlait pas, mais préservait. Dans les fissures, je voyais des scènes, des centaines et des milliers de scènes du passé. Voici Platon qui écrit son Timée, et ses mots brillent d'or. Voici un prêtre en Égypte qui trace des signes à la peinture sur du papyrus, et le Nil lui-même reflète ces symboles.
Voici un sage indien qui grave des mantras sur des feuillets de palmier, et tout cela en un seul souffle. Je me suis approché d'une des fissures et j'ai entendu une voix distincte. Elle parlait en grec ancien, mais je la comprenais sans traduction. Tout ce qui est né du mot est immortel. Même si le feu dévore la chair, l'ombre du mot trouvera toujours refuge. À ce moment-là, les ombres des sages se tournèrent vers moi. Leurs visages restaient cachés, mais je sentais leur regard. Je compris qu'ils attendaient une question de ma part, et je posai celle qui me brûlait depuis la première nuit. Pourquoi la bibliothèque a-t-elle été détruite? Pourquoi était-elle vouée à disparaître? Et les murmures s'amplifièrent. Ils s'entremêlaient, se disputaient, se superposaient. Mais une voix se détacha du cœur, profonde comme un coup de tonnerre. Rien ne meurt. La bibliothèque n'a pas été brûlée, mais découpée en morceaux infinis, comme un miroir jeté dans l'abîme. Chaque fragment vit ailleurs, à une autre époque, dans une autre âme. J'ai compris. Le feu n'avait pas détruit le savoir. Il l'avait dispersé à travers le monde. La bibliothèque d'Alexandrie était devenue le cœur d'où les pensées s'étaient répandues, dans toutes les civilisations. Soudain, la salle fut illuminée d'une lumière étrange. Une fissure s'ouvrit dans l'air, et un souffle froid s'en échappa. Je vis une autre bibliothèque, non pas faite de lumière, mais de ténèbres. Les étagères s'étendaient à l'infini. Les livres étaient enchaînés, et leurs pages étaient recouvertes de symboles qui me faisaient se frissonner. Je sentis que cela aussi faisait partie de la vérité. Des connaissances dangereuses, des connaissances qui déforment, des connaissances qui ne mènent pas à la lumière, mais à la destruction. Le bibliothécaire réapparut, mais il était différent. Ses yeux brillaient d'un rouge vif. Son ombre était plus longue qu'elle n'aurait dû l'être. Il me tendit un livre lourd, noir, relié de cuivre. Sur la couverture, il n'y avait qu'un seul mot. « Mémoire ». « C'est ton fardeau, dit-il. Tu as vu la lumière, tu as vu les ombres. Maintenant, tu dois décider ce que tu vas garder. » J'ai ouvert le livre. Il n'y avait pas de lettres à l'intérieur, seulement le reflet de mes propres pensées. Chacune de mes pensées se transformait immédiatement en lignes, les lignes en signes, les signes en images. J'ai compris, chaque témoin continue d'écrire la bibliothèque. Elle ne vit pas dans les murs, ni dans les parchemins, mais dans la mémoire de ceux qui sont prêts à entendre son murmure. Autour de moi, les voix se mirent à bourdonner à nouveau. Mais cette fois, elles n'étaient plus chaotiques. Elles s'assemblaient en un rythme, en une respiration. Elles s'élevèrent vers le haut, vers les étoiles, comme si l'univers lui-même était une page et les galaxies des lettres. Je levai la tête et vis que les voûtes avaient disparu. Au-dessus de moi, c'était l'espace, infini, resplendissant, avec des milliards d'étoiles. Mais chaque étoile n'était pas simplement une étoile. C'étaient des mots, d'énormes mots écrits dans l'espace. Je voyais des phrases formées de systèmes stellaires. Je voyais des pensées incarnées dans la lumière. J'ai compris. La bibliothèque n'avait pas brûlé, car elle n'avait jamais appartenu uniquement à la Terre. Elle avait toujours été céleste. Les ombres des sages se sont levées à côté de moi. Ils étaient nombreux, et chacun d'eux tenait un livre invisible. Et tous l'ont ouvert en même temps. Et tout l'espace autour de moi s'est mis à bourdonner. C'était le cœur de l'éternité. Et moi, petit homme fragile, je me tenais au centre de cette tempête d'ombre et de lumière, comprenant que tout ce que je voyais n'était que le début. La bibliothèque est vivante, et elle attend. Chapitre 5. La salle du silence. Les flammes s'éteignirent aussi soudainement qu'elles, étaient apparues, et je compris que le feu n'était qu'une porte. En la franchissant, la bibliothèque s'ouvrit à moi sous un autre jour. Elle ne brillait pas du reflet doré des pages et n'était pas tissée d'ombre comme la nuit précédente, mais était recueillie en un seul son, presque impossible, le silence. Ce silence n'était pas vide. Il avait un poids, une forme et une température. Frais comme la pierre avant l'aube, dense comme l'eau dans les puits profonds, il touchait la peau et faisait battre le cœur plus régulièrement, comme s'il lui donnait le rythme. Le guide, le bibliothécaire le plus silencieux, était à mes côtés. Il semblait désormais plus âgé et plus grand, et ses pas, autrefois bruissants, avaient complètement disparu. Il fit un signe de tête, et le mur que je prenais pour un bloc de basalte massif s'ouvrit comme un tissu noir découpé par un couteau invisible. Derrière elle se trouvait un escalier, étroit, creusé dans la roche, avec des marches basses taillées jusqu'à briller comme un miroir. Je posai mes pieds nus sur la pierre et sentis le sol envelopper mes pieds d'un frisson à peine perceptible. Quelque part dans les profondeurs, encore plus bas,
vivait un organe invisible qui émettait une note infinie. « La salle du silence », dit le bibliothécaire, non pas avec sa voix, mais avec son regard. Et je compris. L'escalier se terminait en cercle. Devant moi, il y avait de bas-voûtes soutenues par des colonnes courtes et trapues. Les murs étaient en diorite noir, parcourus de veines dorées, comme tracées à la règle. Il n'y avait pas de lumière ici, et elle n'était pas nécessaire. Le silence lui-même brillait d'un éclat incolore. Dans cette lumière, je distinguais des étagères, mais pas des étagères ordinaires, des niches s'enfonçant dans l'épaisseur des murs, chacune correspondant à un signe, ni lettre ni chiffre, mais une simple géométrie. Un point, un segment, une spirale, un cercle avec une minuscule rupture. Je sentais les signes agir sur mon corps. Le point alourdissait ma poitrine, la spirale résonnait dans mes tempes, la rupture laissait un goût salé dans ma bouche. Ici sont conservés des textes, murmura enfin une voix, pour lesquels le son est plus dangereux que le feu. Ils ne doivent pas s'être lus à haute voix. Certains ne doivent même pas être murmurés. Il passa la main sur la pierre et un plateau plat sortit d'une niche. Il contenait un rouleau, mais pas en papyrus. Sa surface lisse et veloutée, noircie jusqu'à devenir bleue, brillait comme de la peau enduite d'huile. À l'extrémité, un seau de plomb portait l'empreinte d'une barque et d'un point au-dessus d'une vague. Le bibliothécaire ne brisa pas le seau. Celui-ci se désagrégea en poussière, sans un bruit, comme s'il avait donné son accord. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres. Il y avait des lignes qui ressemblaient à des veines de feuilles, et des taches comme des ombres sur l'eau. Lorsque je me suis penché, les lignes ont bougé. Sous mon souffle, elles changèrent de forme, comme si j'écrivais le texte sans même le toucher. Je compris. C'était un livre de respiration qui composait la réponse à partir du rythme de celui qui le regardait. Le bibliothécaire incline légèrement la tête. Ce geste était à la fois un sourire et un avertissement. « Toute connaissance a un prix, dit-il. Le prix de ce livre est un souvenir, petit mais unique. Laisse-le ici et il te répondra. » Je reculai. Des dizaines d'images remontèrent à la surface de ma conscience. Un visage oublié et retrouvé, des cailloux sur le rivage, noirs et ronds comme des graines, l'odeur de l'écorce de grenade, le feu de Pharos par une nuit venteuse. J'ai voulu cacher tout cela à deux mains, mais le rouleau restait silencieux, et le silence devenait de plus en plus lourd. « Le choix est aussi un texte », suggéra le bibliothécaire. Je fermai les yeux et cherchai longtemps ce que je pourrais donner en échange sans m'appauvrir à jamais. Je finis par trouver une chanson entendue un jour dans mon enfance, chantée par un vagabond à la porte de la ville. Je n'en connaissais pas les paroles, seulement la mélodie, légère comme des gouttes de pluie. Je l'aimais, mais elle n'était pas mes racines. Je la donnais et sentis comme si l'on m'avait retiré de la poitrine un fil léger, à peine perceptible, mais chaud. Le rouleau inspira. Les lignes rassemblèrent la première phrase à partir de mes pas. Elle a jailli sous forme d'image. Le golfe s'assombrit. Au bord de l'eau, un garçon compte jusqu'à 100 les cailloux qu'il a pêchés dans les vagues. Au loin, un navire avec un coffre cerclé de fer. Dans le coffre, une table des vents. D'un seul coup, j'ai vu toute une science qui n'avait pas de nom. La mécanique des retours. Comment les bateaux reviennent, comment les pensées reviennent, comment les mots reviennent si on ne les retient pas de force. « Ne les retiens pas, disait le livre de la respiration sans bruit, et ils reviendront vers toi, reconnus. » Je levai les yeux et remarquai d'autres supports. Il n'y avait pas que des rouleaux. Dans une niche, il y avait une amphore dans laquelle résonnait de la cendre. Dès que l'on approchait le visage, la cendre s'élevait et formait des lignes transparentes dans l'air. Elle disparaissait au moindre bruit. Dans une autre, une plaque de sel sur laquelle le texte apparaissait lorsque l'air s'emplissait d'humidité. Les mots grandissaient en cristaux, brillants comme des étoiles, jusqu'à retomber en sable blanc. Dans la troisième, il y avait une peau sur laquelle scintillait une écriture en fer. Lorsqu'on la regardait de côté, les lettres disparaissaient, mais dès qu'on la tournait, elles réapparaissaient avec douleur comme un tatouage de la mémoire. Les livres qui ont besoin de faim, les livres qui ont besoin d'eau, les livres qui ont besoin de silence, énuméra le bibliothécaire. La vie de chaque texte est un environnement particulier. Je passai prudemment devant les codex enfermés dans des cages. Leurs pages étaient maintenues par des chaînes, non pas en fer, mais faites de très anciens noms gravés sur du plomb. Presque chaque nom était double, l'un humain, l'autre évanescent comme la vapeur, le nom du vent. Je compris alors à quoi servaient tous les chaînes.
non pas pour retenir mais pour harmoniser, pour relier la force du texte au nom qui la transmettrait avec soin. Et si le nom a disparu, te demandai-je. Alors le livre change de peau, répondit-il, et attend un nouveau support. La vérité n'est pas captive, elle exige l'équilibre. Nous nous sommes arrêtés devant une table en pierre au bord bas. Au centre se trouvèrent des balances. Les plateaux étaient fins comme des pétales de lotus, l'aiguille était légèrement courbée, comme si elle était faite d'un nerf nerveux. Sur la pierre était gravée l'inscription « La mesure de la question ». Ici, on apprend le prix de ce que l'on veut savoir, expliqua le bibliothécaire. La question est toujours le poids. Certains sont légers comme une graine d'herbe, d'autres sont lourds comme une lance dans un bouclier. Si l'assiette s'enfonce, tu dois payer quelque chose avant de recevoir. J'ai posé ma question sur l'assiette de gauche. Que ne peut-on pas conserver? Pas à voix haute, mais dans ma tête. L'aiguille a tremblé et a lentement glissé vers le bas. Ce que je ne pensais pas était lourd. Le visage d'un inconnu qui m'avait appris à sourire, le poids d'une nuit pluvieuse, le contact d'une main que j'avais peur d'oublier. L'assiette a basculé, s'arrêtant au milieu. La balance est équilibrée, dit le bibliothécaire d'un ton satisfait. Ta question ne promet pas la guerre et n'abolit pas la liberté. Tu peux donc entendre la réponse. Il m'a conduit vers une niche où se trouvait un livre sans couverture. Ses bords étaient carbonisés, non pas par le feu, mais comme par le passage du temps. Sur la première page, 3 lignes apparaissaient, chacune plus courte que la précédente. On ne conserve pas ce qui annule le choix. On ne garde pas ce qui prive du silence. On ne garde pas ce qui rend le cœur étranger. Les lignes se sont estompées, mais leur sens n'a pas disparu. Il s'est déposé en moi comme une fine poussière. J'ai compris pourquoi une partie des textes vit ici, dans le silence. Non pas parce qu'ils sont interdits, mais parce que leur son est plus fort que l'homme. Ils ont besoin d'autres supports, non pas les oreilles, mais la pose, non pas la voix, mais le regard, non pas le papier, mais l'action. Nous avons avancé vers la section marquée d'un cercle ouvert. Là gisait un livre à la reliure noire et cuivrée, lourd comme une dalle de pierre. Sur la tranche, on pouvait à peine lire. Mémoire. J'avais déjà vu son ombre dans mon rêve de la veille. Le bibliothécaire toucha le cadenas, qui se dissipa en une goutte, et s'imprégna dans le bord du livre. À l'intérieur, pas de mots, pas d'images. Des pages vides, mais chacune reflétait mon visage, et tout ce qui se trouvait derrière moi, les couloirs, les étagères, les niches, le bibliothécaire, et en même temps quelque chose d'autre, les cellules d'un monastère dans des temps lointains, les mains brunes d'un copiste à Bagdad, l'atelier de menuiserie où la première presse a été fabriquée, les longues tables des amphithéâtres universitaires, le wagon où une petite fille tient un livre mince, le nez collé à la vitre. Les feuilles vierges montraient dans les corps futurs de ce livre qui se tait aujourd'hui. J'ai compris. Une partie de la bibliothèque d'Alexandrie s'était installée là, dans les habitudes des gens, sur les étagères des maisons, sur les bancs publics et dans les cartables des écoliers. Elle murmure quand on ouvre la couverture collante et se tait quand le téléphone s'allume. Et pourtant, elle attend, patiente, comme la mer au bord du quai. « Quel est le prix de ce livre ?» demandai-je. « Tu le paies déjà, » répondit-il. « Chaque fois que tu choisis de lire au lieu de feuilleter, chaque fois que tu te demandes ce que tu vas laisser. » Nous arrivâmes à une autre niche. Son signe était une simple spirale, fine comme une gravure sur un anneau. À l'intérieur se trouvait un cylindre étroit en verre, scellé des 2 côtés. Il contenait de l'eau sombre à la surface de laquelle flottaient, tels des poissons lunaires, des syllabes argentées. Le bibliothécaire a sorti le récipient et me l'a mis dans les mains. « C'est une ampoule de silence, dit-il, au moment le plus bruyant de ta vie, là-haut, où se trouvent la ville et la mer. Brise-la. Une seule goutte tombera et tu entendras un seul mot, important à cet instant précis. Tu n'en retiendras pas les lettres, mais tu en comprendras le sens. C'est ainsi que la bibliothèque parle à ceux qui sont déjà sortis du sommeil. » Je pressai le verre contre ma paume. Il était étonnamment chaud, comme la peau humaine. Je voulais le cacher, mais je compris qu'il n'y avait rien à cacher. Tout était depuis longtemps entre mes mains. Plus loin s'étendait une galerie de prix écrits par des destins humains. Il y avait là un livre pour lequel on devenait aveugle, pas tout de suite, mais progressivement, à chaque fois que le lecteur le comprenait mal. Un livre pour lequel on oubliait son nom, un don en échange de la capacité de se souvenir de celui des autres. Un livre après lequel il était impossible de mentir, et c'est pourquoi peu de gens le lisaient, car la vérité est un pain dur. Dans un coin gisait un livre qui apprenait à lever la malédiction du silence d'une autre personne,
mais ceux qui l'ouvraient perdèrent leur voix pendant un ando. En chacun d'entre eux exigeait un équilibre, et cet équilibre était juste. Je suis resté longtemps devant le livre des noms de cendres, un mince rouleau où il ne semblait pas y avoir un seul mot. Mais dès que je me suis éloigné d'un mètre et que j'ai regardé du coin de l'œil, des rangées de noms sont apparues, le champ sauvé par les flammes, la mécanique des cordes, survivante de l'incendie, géographie des rivages lointains, lavés par la fumée. Je me suis détourné et ils ont disparu. J'ai compris une chose simple et effrayante. Parfois, le feu est le meilleur archiviste. Il brûle le superflu, laissant sur la paroi interne du récipient une fine couche de sens qu'il est possible d'effacer ensuite, à condition de savoir comment. « Nous ne sommes pas des juges, » dit le bibliothécaire, remarquant ma résistance. « Nous sommes des peseurs. Si le savoir l'emporte sur l'homme, nous mettons l'oubli dans l'autre plateau de la balance. Pas pour toujours, jusqu'à ce que des mains capables de tenir grandissent. » Dans la salle du silence, j'ai appris autre chose. Écouter les pauses entre les chuchotements. Une pause, c'est une page. Une étagère vide, c'est une invitation. L'indiscernable, c'est la politesse d'un sens qui ne veut pas écraser. J'ai vu pour la première fois comment la bonté et la connaissance se distinguent, et comment elles se rencontrent, une main tendue vers un livre, l'autre qui le laisse à sa place pour que celui à qui il est destiné puisse le lire. Lorsque nous sommes montés à l'escalier, le silence est devenu plus léger, comme après une confession. Le diorite froid a cédé la place à du sable chaud. Le long des marches, des lampes microscopiques brillaient, ou peut-être étaient-ce des insectes buvant la lumière des pores de la pierre. Je me suis retourné et la salle du silence avait disparu. Ce n'était pas une porte qui s'était refermée, mais un mot qui avait pris fin. « Tu vas pouvoir rentrer, » dit le bibliothécaire. « Le dernier chapitre est en haut. Là-bas, il y a la ville et la mer. Là-bas, il y a des gens vivants qui n'ont pas de catalogue, mais qui ont un cœur. » Nous traversâmes plusieurs salles qui m'étaient familières. Dans l'une d'elles, le réseau doré de Pinakes brilla à nouveau de ses branches, et je vis au bord, là où se trouvait mon grain, 3 autres petites lumières. Elles tremblaient, comme des feux dans la baie. Quelqu'un les avait déjà entendues. Peut-être le garçon qui comptait les cailloux au bord de l'eau, la femme qui emportait du poisson du marché dans une vieille page de livre, le copiste qui avait soudain laissé une ligne dans la marge pour la première fois de sa vie. À la sortie, nous avons été accueillis par le vent, pas un vent sec, de bibliothèque, mais un vent marin, salé. Il apportait avec lui du bruit, mais c'était un bruit juste. Le roulement des roues d'une charrette, les cris d'un marchand, le claquement d'une voile sur un mât lointain. Entre eux, des pauses, et dans ces pauses, de l'espace pour un seul mot que j'ai entendu en moi, comme un battement sourd de cœur. Je n'ai pas retenu les lettres, ce n'était pas nécessaire. Mais j'ai compris ce que je devais faire. Le bibliothécaire ne prit pas congé. Les messagers de ce genre ne savent ni partir ni rester. Ils se tuent simplement, jusqu'à se fondre dans son propre nom. Je restai sur le seuil, tenant dans ma main l'ampoule du silence. La nuit semblait s'être déplacée. À l'est, les premières lueurs de l'aube apparaissaient. Quelque part, le phare clignota. Je souris. J'eus l'impression que le phare me répondait par un signe de tête. À cet instant, toute la ville, la côte d'Alexandrie, le port, les ruelles étroites, la maison des Muses, a inspiré. Et j'ai inspiré avec elle. Dans ma poitrine, il y avait un espace qui s'était libéré, comme une niche dont on aurait retiré un livre lourd. Il ne faisait pas mal, il attendait. Je descendis les marches jusqu'à l'eau. Au bord de la mer, là où les galets tintillent sous les vagues, je sentis que le feu intérieur de la bibliothèque ne s'éteignait pas, mais se transformait en une lumière que l'on pouvait transmettre. Pas par une copie, pas par une citation, par un acte. Quelque part, au fond de mon sommeil, la salle du silence continuait de résonner de sa note inaudible. Elle était mienne, tout en étant commune à tous. Et j'ai compris que le 6e chapitre ne parlait pas de la fin. Il parlait du renouveau, du moment où les manuscrits cessent de murmurer dans les salles pour murmurer dans les cœurs. Je portais l'ampoule à mes yeux et à l'intérieur, dans l'eau sombre, une minuscule syllabe dorée apparut, si faible qu'elle aurait pu ne pas exister. Je ne la prononçais pas. Je me contentais d'attendre le matin. Et le matin vint à moi. Chapitre 6. Cendres et lumière. Quand je suis retourné dans mon sommeil, la bibliothèque ne m'a pas accueilli avec le bruissement familier des parchemins et le souffle des salles anciennes. Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans un endroit qui ressemblait à des ruines. Les plafonds avaient disparu, les murs étaient effondrés
et au-dessus d'eux s'étendait un ciel nocturne infini, transpercé de lueurs enflammées. Mais je savais que ce n'était pas la fin de la bibliothèque, mais son dernier chapitre, conservé dans une autre dimension. Sous mes pieds, les cendres craquaient, non pas grises et vides, mais dorées et scintillantes. Chaque pas faisait jaillir des éclairs, des fragments de lettres, des étincelles de phrases, des pensées invisibles, perdues et sauvées à la fois. Le vent faisait tourbillonner les cendres, les déposant dans l'ombre des rouleaux, qui s'effondraient aussitôt, dès que j'essayais de les distinguer. « Tu vois le feu » murmura le bibliothécaire d'une voix familière, mais en réalité, tu regardes la mémoire. Des silhouettes de parchemin et de codex s'élevaient des cendres, tels les esprits des livres. Ils n'avaient ni couverture, ni page, mais conservaient leur essence. Certains étaient lourds comme de la pierre, d'autres légers comme un souffle, et tous ensemble, ils formaient une tempête dorée tournoyant autour d'un centre invisible. Dans ce tourbillon, j'ai commencé à entendre des voix. Ce n'étaient pas des voix humaines, c'étaient les textes eux-mêmes qui parlaient. Chaque ligne résonnait comme une cloche, chaque fragment oublié chantait, chaque passage du manuscrit exprimait un désir ardent de revenir. Mais leur chant n'était pas une supplication, c'était un défi. On ne peut pas nous perdre, nous revenons en chacun de ceux qui nous cherchent. J'avançais et soudain, j'ai compris que ce n'était pas de simples ruines. C'était la projection de la bibliothèque elle-même au moment de sa destruction. Les piliers qui s'étaient effondrés dans les flammes se dressaient à nouveau, non pas en pierre, mais en lumière. Les étagères brûlées par le feu étaient tissées de pure obscurité. Tout se répétait, mais plus dans la matière, dans la mémoire du monde. Au centre de la salle, où étaient autrefois conservés les ouvrages les plus rares, se trouvait un autel. Il n'avait pas été fabriqué de main d'homme. Noir comme l'obsidienne, il était en même temps transparent comme de l'eau. Sur lui reposait un seul rouleau, intact, épargné par les flammes et le temps. Sa lumière était froide et calme, comme un rayon de lune tombant sur la mer. Je m'approchai et compris, ce n'était pas un rouleau ordinaire, c'était le cœur de la bibliothèque. Il ne contenait aucun texte sur la géométrie, les étoiles ou les dynasties royales. Ces lignes étaient vides, jusqu'à ce que j'y pose la main. Alors, les lettres s'illuminèrent dans ma paume et se reflétèrent pente sur ma peau. Le rouleau me dit sans un bruit, « Tous ceux qui nous lisent deviennent une page de notre histoire. Nous ne mourrons pas, nous nous réécrivons à travers les gens. » Et j'ai compris, c'est pour cela que la bibliothèque d'Alexandrie est vivante. Elle vit en ceux qui transmettent le savoir, en chaque savant qui dessine un schéma, en chaque enfant qui assemble ses premières lettres, en chacun qui garde la mémoire du passé et la transmet. Le feu qui a détruit ces salles n'était pas un ennemi, mais seulement un relieur. Il a fermé un livre pour en ouvrir un autre, celui de l'humanité. À cet instant, toute la salle s'est remplie de lumière. Les cendres se sont envolées dans les airs et se sont transformées en nuées d'oiseaux lumineux, chacun portant sur ses ailes des lignes de textes oubliés. Ils se sont élevés vers le ciel et ont disparu dans l'abîme des étoiles. Mais je savais qu'ils n'avaient pas disparu. Ils se sont dispersés à travers les mondes pour revenir un jour. Le bibliothécaire s'approcha de moi. Sa silhouette se dissolvait déjà comme une ombre à l'aube. « Maintenant, tu connais la vérité, dit-il. La connaissance ne brûle pas. Elle passe à ceux qui sont prêts à l'entendre. » Je regardais mes mains. Les marques brûlaient encore sur ma peau, et chacune d'elles résonnait d'un sens que je ne pouvais exprimer avec des mots. J'étais rempli de ce souvenir, non pas en tant que gardien, mais en tant que témoin. Puis les cendres se dissipèrent. La lumière se concentra en un point et forma une porte. Derrière elle, ce n'était plus un rêve, mais le matin, où la mer touchait le rivage et où les mouettes criaient au-dessus du phare. Je fis un pas en avant et entendis derrière moi la bibliothèque pousser un dernier soupir. Ce n'était pas un soupir de douleur, mais de paix, le silence. Et dans ce silence résonnait cette phrase éternelle. Rien ne meurt, tout change simplement de support.